Rupi Production Television Network, le carrefour des informations et de la promotion. Au Majestic Club ce soir, vous allez recevoir les nôtres et qui sont d'abord celui qui va poser les questions, Leslie Jacques, pour qui je demande un applaudissement chaleureux s'il vous plaît. Et ensuite, juste avant de saluer à ma droite la voix par laquelle la poésie se dit dans la ville, mais vraiment vous au Coral Spring, enfin vous faites des choses extraordinaires, vous me donnez l'espoir que la vie peut recommencer. Et merci de me permettre de me joindre à vous parce que j'ai envie de faire la vie avec vous. Et puis ensuite pour présenter à ma gauche, enfin à gauche de moi, notre Jimmy Jean-Louis National. Jimmy, simple,
Mais vraiment, c'est cette simplicité que vous allez. D'accord? Donc, vous avez les deux qui sont les nôtres. Et l'applaudissement va être beaucoup plus grand parce que c'est pour deux. Pour Leslie et Virginie, we're just going to start right now, ladies and gentlemen. Thank you for being here, and we're going to be happy in a few minutes, right? Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Vous le savez déjà, nous sommes très heureux, mais vraiment très très heureux de vous avoir tous ici pour cette soirée spéciale. Le 3 mai dernier, on était dans cette salle pour danser. On célébrait les 28 ans de la radio, mais ce soir, c'est différent. Différent dans la mesure où vous êtes là pour passer un moment avec un auteur qui n'est pas seulement l'auteur d'un livre, mais qui est surtout un acteur. Et ce soir, avec lui, comme ce matin sur les ondes de la radio, nous avions eu un échange extrêmement intéressant. Et c'est ce que je me propose de faire. Et vous êtes le public et vous aurez aussi l'opportunité de poser vos questions un peu plus tard, après nos échanges. Jimmy, bonsoir et bienvenue en Floride. Merci, merci. Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, on va déjà calmer l'affaire, on va être tranquille entre nous. On va essayer que ce soit le plus simple que possible, hein, parce que moi j'aime bien le partage, j'aime bien les rencontres, j'aime bien l'humain en général. Et ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec la communauté. Ce livre, Héros, que tu as sorti, et pourquoi? Et pourquoi maintenant? On va rentrer dans le vif. Dans le vif du sujet. Pourquoi maintenant? C'est vrai que ça fait un moment qu'on me dit qu'il serait intéressant d'écrire un récit. Mais il y a à peu près 2 ans de cela, je traversais des moments très difficiles dans ma vie. C'est une époque où je venais de perdre mon frère. J'ai mon fils qui était à l'hôpital. Il avait un cancer. Donc je me sentais très vulnérable et il me fallait sortir de mes tripes certaines choses. Donc c'est pendant cette période que j'ai décidé de prendre la plume et de commencer à écrire. Parce que, vous savez, quand on fait face à une telle réalité, ben on voit la vie différemment. Donc les questions sont posées différemment. Et puis aussi, il y a une certaine réalité qui malheureusement devient vraie. Et quand on perd des gens autour de soi comme ça, à tout moment, pendant cette période avec la perte de mon père, mon frère venait de mourir et mon fils, mon seul fils, était en phase 2. Donc oui, après je me dis, bon, c'est quoi la vie? Pourquoi est-ce qu'on est là? Et on y passe, peut-être qu'on laisse des choses, ou peut-être pas. Mais en ce qui me concerne, vu que on m'avait beaucoup posé cette question, et je voulais que ce soit au moment idéal, je voulais que ce soit authentique. Donc c'est là que j'ai décidé de signer ces quelques lignes, de laisser des traces, de faire un travail de transmission aussi. Parce qu'en faisant cela, c'est démontrer, ou au moins expliquer à certaines personnes qui seraient intéressées ce qui s'est passé. Comment est-ce que j'ai pu arriver, comme je dis dans le livre, des bidonvilles de Pétionville aux étoiles de Quelles sont les étapes? À vos souhaits, un verre d'eau peut-être?
Quelles sont les étapes traversées? Quelles sont les difficultés parfois? Quels sont les moments de bonheur, de joie? Et c'est tout ça, c'est toute cette convergence qui fait qu'on devient qui on est. Et il me semblait important de pouvoir au moins expliquer, détailler, pour que surtout cette nouvelle génération puisse comprendre que derrière tout aboutissement, derrière tout succès, il y a beaucoup de travail. Et derrière le travail, il y a aussi beaucoup de souffrance. Donc c'est tout ça qui m'a amené à écrire ce récit, Héros. Et pourquoi le titre Héros? Héros, c'est un titre qui peut être lu comme on veut. Certaines personnes feraient allusion à cette série de télévision que j'ai faite qui s'appelait Heroes, dans lequel j'incarnais l'haïtien. Certains peut-être pensent au fait que j'ai joué le héros national dans Toussaint l'Ouverture, mais ma définition à moi, elle est très simple. Hein, si on a une vie, je pense que si on a le choix, on devrait être le héros de sa propre vie. Donc, maintenant, c'est comment se donner les outils pour qu'on devienne le héros de sa vie. Parce que je pense que nous sommes tous des héros de notre propre vie. Maintenant, c'est comment se mettre en accord avec ce qui nous parle, ce qu'on veut, ce qu'on désire, pour qu'on puisse obtenir pas uniquement ce moment d'héroïsme, mais ce sentiment d'être en plein accord avec soi-même, avec ses intentions, avec ses désirs, avec ses volontés, pour qu'on arrive à être le plus heureux possible. Et ce n'est que dans cette joie qu'on peut se dire, on peut se proclamer heureux, voire même héros. À t'entendre et à te parler ce matin et maintenant, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui a atteint le niveau que tu as, mais qui souffre à l'intérieur. Est-ce que tu es en train de souffrir? Tu peux continuer. Non, je ne souffre pas. Parce que moi, je suis très clair et très transparent. Il y a beaucoup d'écho avec ce micro. Je suis très clair et très direct. Je ne masque pas grand-chose. Mais je pense que quand on entend certaines vérités, on pense qu'il y a une souffrance derrière, alors que c'est le contraire. C'est quand on arrive à sortir tout ce qu'on veut qu'il n'y a plus de souffrance. Donc, c'est quand il n'y a pas de facettes, quand il n'y a pas de façade, quand il n'y a pas de maquillage, c'est là qu'on est plus heureux. Par exemple, on peut voir quelqu'un qui est supposé être fou à l'extérieur. Il est libre comme l'air. De notre point de vue, on peut penser qu'il y a beaucoup de souffrance de cette personne. Mais des fois, cette personne est tellement libre que même nous-mêmes, des fois, on ne peut pas comprendre ce que c'est d'atteindre ce niveau de liberté. Donc, en ce qui me concerne, non, je dis les choses telles qu'elles sont, je ne cache pas les choses. Mais au contraire, je suis très heureux dans tout ce que je fais. Sinon, je ne le fais pas. Parce que je ne suis pas forcé. Personne ne peut me forcer à faire quoi que ce soit. Je suis maître de ma vie, de mes choix, de mes désirs, de mes actions. Et ça, je suis très clair de cela. Donc, automatiquement, si je fais quelque chose, c'est parce qu'il y a un certain désir derrière. Donc, non, il n'y a pas de... je suis très... Même avec tout ce qui m'est arrivé, j'apprends à accepter les choses les plus lourdes. Et je pense que quand on arrive à faire ça, bon, ben
voilà, on s'enlève beaucoup de poids. Ouais, on se décharge. Comment est la vie d'un acteur? Comment tu vis? Je pense que tendance à dire presque comme tout le monde. C'est un métier. C'est vrai qu'un acteur a peut-être des moments où il est très visible. Donc ce serait peut-être où il a la télé, il y a un film qui sort. Mais entre ces moments, il y a une vie normale qui est là. Je vais aller, j'accompagne mes enfants à l'école, je vais les récupérer. Des fois, il faut faire à manger. Toutes ces choses les plus normales et les plus ordinaires que tout le monde fait. Mais je peux cuisiner, oui. Mais bien sûr, t'as pas. Non, mais moi j'ai grandi, tu sais, j'ai vécu dans beaucoup de pays, dans beaucoup de villes. Quand on a 18, 19, 20, 21 et qu'on vit dans des villes comme ça, surtout quand on n'est pas aisé, le premier réflexe c'est de se faire à manger. Ce sont des choses basiques au début, bien sûr, les œufs, les pâtes, les frites, et puis après on y prend goût, on ajoute d'autres choses. C'est ça la différence entre la vie à l'Occident, en Europe, par rapport à la vie en Haïti. C'est-à-dire qu'un jeune adulte en Europe est quasi obligé de savoir cuisiner. Alors qu'en Haïti, il y a quelqu'un qui nous fait à manger. Donc oui, complètement, je sais cuisiner. Quel est ton plat haïtien préféré? En ce moment où tirer à légumes, qu'est-ce qui dit ça? Du riz blanc légumes. Oui, chérie. Non, mais il y a un fil. Il y a du riz avec John. On va t'appeler une petite banane pesée. Des mouvements tchaka. Oui. Ou bon pitimi. Manger que nous oublions qui existait. Congo, après, Dombré. Non, il y a un pile. Juste Marcos, oui. Avec. Avant beaucoup, mais connu un petit peu avec mais non, là, manger haïtienne, non, très riche. Manger caribéenne, très riche. Et c'est vrai que c'est en voyageant que je réalisais que peut-être que c'est parce que nous sommes là-dedans, mais vraiment, c'est nourriture préférée, peu importe tout ce que je suis capable de prendre. Cuisine italienne, chinoise, française, indienne, autre. Il y a quand même une saveur spéciale dans le manger haïtien quasi irremplaçable. Donc, quelqu'un plus bon plat haïtien que moi. Alors, le cuisiner, est-ce que c'est manger haïtien fait ou café manger haïtien? Café légumes? Ça dépend. Ne pas faire légumes, j'en mange. Parce que légumes, je vois, il va se pas qu'à prétendre. Je ne vais pas faire légumes, peut-être pas sur légumes liés. mais non. Non, moi, je bon légumes fait. Non, pas qu'à faire ça. Par contre, tout épice, on est capable vraiment. Ouais, ça c'est dommage d'ailleurs. On cuisine avec les moyens du bord. En plus, avec le voyage, je sais, on s'habitue à beaucoup d'autres choses aussi, en tout cas en ce qui me concerne. J'arrive à accepter beaucoup d'autres nourritures. Parle-nous un petit peu de ton parcours. Tu as initié à Haïti à 12 ans. Ouais. Tu as été à Paris directement. Par la suite. Par la suite, c'était intéressant comme premier arrêt, parce que quand on quitte Haïti, là je vais donner des dates, on est en 1980,
Donc, on vient d'assister, en tout cas, je venais d'assister au mariage des Duvalier. Donc, il y avait Baby Doc qui était en plein pouvoir. Et c'était aussi malheureusement une période où beaucoup d'Haïtiens essayaient d'aller voir ailleurs ce qui se faisait. Canada, Martinique, bien entendu Belgique, France et les États-Unis. Et c'est dans ces conditions que j'ai atterri à Paris. Et pour un gamin qui a 12 ans, voilà, je ne connaissais rien de la France, j'ai atterri dans une nouvelle culture, une nouvelle langue, des gens qui sont très différents de moi, un climat très différent. C'est d'une brutalité que je ne pense pas qu'on se rend compte. On ne se rend pas compte de ces chocs. De ces chocs qu'on encaisse quand on fait ces changements de lieu. Surtout que dans ma petite famille, on n'est pas trop accompagné non plus. C'est pas qu'il y a quelqu'un de la famille qui va dire « Oh ben, alors comment il se sent mentalement ?» Non, c'est pas... Déjà, les problèmes mentaux, c'est pas des vrais problèmes pour la grande majorité des Haïtiens. Alors que ça, c'est le premier choc. Parce qu'après, tout ce qui suit derrière, c'est par rapport à un grand choc qu'on a eu, mais vu que ça n'a jamais été traité ou parlé, donc on ne sait jamais. Donc oui, et ça, j'arrive à dire ça maintenant, parce que c'est avec beaucoup de recul que je réalise que c'est un très grand choc. Quand tu vas à l'école pour la première fois, ou dans mon Haïti à moi, j'étais très bien dans ma peau, et d'un seul coup, je me fais traiter de tous les noms, du bongola, tu veux une banane, des choses comme ça, où tu te sens, tu peux mettre ton identité en question. Ça, c'est d'autres chocs encore dont on n'en parle pas. Oui, on parle du racisme, bien sûr, le racisme le plus clair que possible, mais sinon, il y a tellement d'éléments qu'on ne dit pas, mais c'est là, on peut dire en soudine. Mais c'est pas qui affecte, c'est des gros coups, c'est des chocs, et ça c'est à longueur de journée. Donc oui, il a fallu faire avec tout cela, et ça dans les conditions mais les plus difficiles. Hein. C'est-à-dire, quand je suis arrivé à Paris, nous on était dans un appartement de 3 chambres à coucher, on devait être 14, 15. Ouais, et ça c'était complètement normal. C'est-à-dire on dormait à 14, 15 personnes. 15 personnes, ouais. Donc on dormait à peut-être 3 à 4 personnes par chambre, même le living room avec 3 ou 4 personnes. Mais j'ai l'impression qu'on oublie très rapidement tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire, la grande majorité des Haïtiens qui quittaient Haïti, surtout à l'époque, ils ne venaient pas ici dans des conditions de luxe. Même s'ils ne le disaient pas, la grande majorité n'était pas très bien. Ils ont encaissé le coup, ils ont travaillé pour essayer de faire vivre la génération d'après, mais il y a eu beaucoup de souffrance il me semble que ça a commencé, je ne sais pas quand est-ce que les Haïtiens ont commencé à partir, c'était début des années 70, au fin. Même 60? Ouais, c'est vrai. Parce que après, les Boat People, c'était quelle année les premiers? Ouais. Ouais, donc quand on a commencé à partir d'Haïti, c'était pas dans les meilleures conditions. Là, on parle de Boat People, par exemple. J'ai fait un film, d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure, sur ça, qui s'appelle Cargo. C'est un film qu'on a tourné aux Bahamas, où là, avec Jessica Lineus d'ailleurs, où là on parle de ce phénomène de boat people. Donc la grande majorité du film était tournée sur un bateau, donc on se mettait vraiment dans la peau de ces gens qui partent. Mais c'est horrible, mais c'est horrible. Peut-être que certaines personnes ont eu une expérience ici ou des proches, je ne sais pas, mais moi juste avoir fait l'expérience en tant qu'acteur, je me dis mais c'est pas possible, quoi. Comment est-ce qu'on peut penser que ça c'était la meilleure chose à faire?
alors qu'on quittait derrière nous quand même. Certes, le pays n'allait peut-être pas bien, mais on était dans les bonnes conditions. Donc oui, pour revenir à la première question, oui, c'était difficile ce changement entre Paris et entre Haïti et Paris. Et par la suite, tu as été en Italie, tu as rencontré Mandela, en fait, tu as fait des choses. J'ai fait certaines choses, oui. Et la rencontre avec Mandela, tu m'as dit ce matin, c'est ce qui t'a le plus marqué. Ouais. Quelle année tu l'as rencontré? Donc j'ai rencontré Nelson Mandela en 1994, donc c'est la première année qu'il est devenu président. Et ça c'est après avoir vécu, donc je suis parti de Paris, non pas parce que je voulais partir de Paris, parce que j'étais forcé à partir de Paris. Forcé parce que j'étais un jeune de peut-être 20, 21 ans, je ne sais plus, mais toutes les portes se fermaient et j'étais dans des moments très difficiles. Donc j'étais dans un moment de SDF, donc sans domicile fixe. Et je voulais éventuellement tâter ce milieu artistique, sauf que il y avait rien qui se faisait. Donc j'ai pris mes valises et je suis parti dans un autre pays sans savoir où est-ce que j'allais. Je suis arrivé à Barcelone, où là j'ai travaillé dans un théâtre musical. Et ça fait quelques années. Et après avoir fait ça, j'ai fait un peu de mannequinat. Beaucoup de mannequinat. Entre l'Espagne et l'Italie, et c'est le mannequinat qui m'a amené en Afrique du Sud. Et c'est pendant cette première année de mannequinat en Afrique du Sud que j'ai eu l'occasion de rencontrer ce qui pour moi c'était assez improbable, quoi. Même en Haïti, on avait parlé de Nelson Mandela. Je suis à Paris, on est à l'école, on parle de Nelson Mandela. On étudie Nelson Mandela. Et quelques années plus tard, je me retrouve face à l'homme en Afrique du Sud. Et cela, c'était pas par hasard, mais je ne comprenais pas pourquoi je le rencontrais. Il y avait certaines personnes de son entourage qui voulaient que je le rencontre. Alors que moi, je ne savais pas quel apport j'avais. J'étais personne, mais j'étais très content à l'idée de rencontrer quelqu'un comme Nelson Mandela. Et puis, sans prendre ça au sérieux, les gens qui m'ont communiqué, qui m'ont contacté, ils ont fait en sorte que ça se passe. Et là, je rencontre l'homme, et c'est après l'avoir rencontré que je réalise pourquoi c'était important pour eux que je rencontre Nelson Mandela. Les premières choses dont on a parlé, c'est le sujet haïtien. C'est la révolution haïtienne. Ce sont les héros haïtiens. Parce que pour Nelson Mandela, ces héros haïtiens sont ses héros à lui. Donc vu qu'en Afrique du Sud, il n'y avait pas beaucoup d'Haïtiens, je pense que le fait de savoir qu'il y avait un Haïtien dans la zone, il voulait, d'une manière ou d'une autre, être en contact avec cette personne. Donc c'était moi. Et ça, c'est quelque chose qui était super important pour moi parce que ça m'a permis de comprendre que je valais, que j'étais estimé, que j'étais potentiellement désiré aussi. Donc du coup, ça m'a remis en question, même question identitaire, où là je me dis, ah quand même, ça vaut quand même le coup d'être haïtien, ça vaut quand même le coup d'être noir. Donc j'ai quand même une certaine importance dans cette vie. Quand tout ça s'est signé par Nelson Mandela, ça a sa force. Donc je pense qu'après cette conversation, il y a quand même eu quelque chose de très très fort que j'ai compris, surtout de l'intérieur, qui m'a fait croire que je pourrais éventuellement faire tout ce que je veux dans la vie. Parce que il n'y a que moi-même, à vrai dire, qui pourrait m'arrêter, et personne d'autre. Si l'on retourne en Haïti, es-tu l'ouverture bien ou des saluts?
C'est le genre de débat que je préfère ne pas participer parce que pour moi, ce sont des grands hommes. Et c'est un débat qui divise au lieu d'unir, alors que chacun, on fait ce qu'il fallait faire par rapport à leur capacité. Je pense que tous les deux, ils ont énormément aidé la patrie. Et vu que moi j'ai incarné Toussaint Louverture, il y a beaucoup de gens qui essayent de me mettre dans un certain conflit que je ne comprends pas. Mais je ne comprends même vraiment pas. On parle de deux grands messieurs et là on veut qu'on prenne parti. Non, pour moi ce sont deux héros différents certainement, mais deux super, peut-être les plus importants de l'histoire, et on ne peut pas les mettre face à face. Au niveau courrier, en prison, ou avec des acteurs, ou avec dans le monde maintenant, il y a beaucoup de gens à succès. Comment vivez vous-même en voulant rester haïtien? C'est pas compliqué parce que si on arrive à être propre à soi-même, peu importe là où on est, on sera tout le temps le même, peu importe avec qui on est. Donc pour moi il n'y a aucun problème. C'est quand on essaye de plaire aux autres, quand on essaye d'écraser la vie d'où on vient, on se perd dans des choses et là, on peut être perdu et ne pas. Mais sinon, si on sait qui on est, peu importe où je suis, je sais qui je suis. Je suis là avec vous, je suis très content d'être ici, je pourrais être dans une salle à Hollywood entre deux personnes, j'aurai la même attitude. Peut-être des conversations différentes, mais le fond sera le même. Donc au contraire, moi, je prends beaucoup de plaisir à tout le temps dire la vie devient, peut-être même parfois prendre le temps d'éduquer certaines personnes. Des fois, les personnes les plus importantes ont besoin d'être éduquées parce qu'ils ne savent pas. On pense qu'ils savent tout, mais ils ne savent pas. Il y a beaucoup de gens qui sont très naïfs, très ignorants. Et ça, on remarque, plus on monte, plus on réalise que, ah oui, quand même. Et ça, au plus haut niveau. Donc, il faut tout le temps prendre un peu de temps pour éduquer, pour parler, pour dire certaines choses qu'ils veulent garder dans l'ombre. Pour aussi tout le temps reprendre des narratives, je veux dire. Parce que des fois, il faut tout le temps remettre les choses à l'ordre quand on parle de certaines choses, surtout quand on parle d'Haïti. Quand on parle d'Haïti, il faut tout le temps... Moi, quand je parle d'Haïti, avant de parler des problèmes actuels d'Haïti, j'aime bien tout le temps leur commencer par l'histoire d'Haïti. Pour qu'on puisse arriver au problème. Côté nous tailler. Exactement. Ça, nous arriver côté nous y écouter. Qui ça qui fait ça? Est-ce qu'il y a une raison spécifique, spéciale? Est-ce qu'il y a un certain monde qui a profité? Qui gens? Et tout ça. Parce que si vous pas mettez, si vous pas explication du passé, il n'y a pas de comprendre le présent. Est-ce que Jean Bagalioye, je dis, puisqu'on vit sous aspect ça, dans situation je dis, comment vous-même, vu position que vous occupez, comment vivre une situation ça? Comment sentir, qu'espoir vous demandez ça matin? Qu'espoir vous? Je pense que vivre ça quand on n'est pas d'autres haïtiens, en général, quoi. C'est avec un peu de tristesse que moi ça capte être première, mais aussi avec beaucoup de réalisme, réaliser que oui,
malheureusement, même les bagailles clairs devant, il y a des gens qui ne peuvent pas parler de tout ça. Parce que il y a un certain niveau de pouvoir, niveau de pouvoir que vous ne pouvez pas ébranler. Non pas pour toujours, mais pour un certain temps. Ou du moins pour les... Il y a certains sujets auxquels il faut parler, mais d'une manière très... pour faire très attention. Pour ne pas trop bousculer les choses. Donc ça me fait mal. Moi, ce qui arrive en Haïti maintenant, c'est quelque chose... C'est pas normal qu'on puisse fermer l'accès à une capitale. Pour quelle raison? Il n'y a aucune raison valable à vrai dire. Ils vont dire c'est la sécurité. C'est l'insécurité. Alors tu fais allusion ici et aux avions qui ne volent pas, qui ne vont pas en Haïti. Ça c'est juste un exemple. Oui, là je fais allusion aux avions qui ne vont pas en Haïti. C'est-à-dire, pour moi, c'est un embargo. C'est un embargo. Donc, il y a un certain temps pour ne pas y aller parce que il y a certaines choses qui sont réglées à l'intérieur et voilà. Donc c'est un genre d'embargo, peut-être pas officiel, mais pour moi c'est un genre d'embargo. Ça c'est clair et net. Et moi ce que je trouve bizarre, c'est que ça choque presque personne. Ça choque sûrement pas les médias et l'international n'en dit rien non plus. Donc ce sont des je sais pas, c'est des choses fortes, mais qu'on n'en parle pas du tout, je trouve ça un petit peu difficile à digérer. Mais quel espoir, quel est ton espoir? Moi je vis, dans l'espoir que tôt ou tard on finira par résoudre le problème. Maintenant, qui j'en veux résoudre? Il y a des gens qui pensaient que c'est tuer les bandits complètement, ratiboiser eux, et puis problème de résoudre. Il y a des gens qui n'ont pas pensé ça. Il y a des gens qui pensaient c'est chita avec eux, entendre avec eux. Quelle est ta position? C'est difficile. Si tu ne veux pas répondre, ne réponds pas. Ah non, c'est pas difficile. Il n'y a aucune question qui soit difficile dans la vie. On peut accepter de répondre ou pas, c'est certain. De mon point de vue, si je regarde le problème d'Haïti, je ne vais pas regarder le problème de bandit. Le banditisme, c'est pas un problème. Haïti a un problème, ça c'est certain. Mais les quelques bandits ou autres sont des gens qu'on forme, qu'on place. Ce sont des gens qui devraient être très faciles à gérer. Déjà, Haïti, c'est une île. Haïti ne fabrique pas d'armes. Une chose très simple à faire, c'est couper les armes. Donc, on élimine tout le banditisme. Donc, je pense que si on pense que le problème d'Haïti, c'est au niveau kidnapping et tout ça, on regarde trop bas. Je pense que le problème est beaucoup plus haut. Donc, c'est plutôt là-haut que j'essaierai de chercher, de savoir qui manipule, comment, pourquoi, et résoudre ça là-haut. Les bandits, c'est les têtes, c'est les faces qui veulent qu'on regarde. Mais ce n'est pas les plus dangereux. Ils ne sont même pas dangereux du tout. Ils sont même dans les mêmes peines. Ce sont des gens qui se retrouvent quasiment forcés aussi, eux, à faire ces actes de banditisme parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Mais maintenant, c'est ceux qui manipulent ces bandits-là. C'est sur ces gens-là qu'il faut mettre le doigt. Pas sur les bandits. On peut parler de tous les noms, on les connaît tous, mais c'est des pions. C'est que des pions. Donc, les vrais problèmes, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas nécessairement attaquer ces vrais problèmes. Mais ces vrais problèmes, ils viennent de beaucoup plus haut. Terminons avec le livre.
Oui, c'est vrai qu'on est là. Et terminons avec le livre, parce qu'on parle beaucoup de choses, mais on ne parle pas du livre. Ouais. Et on est là pour la vente signature. Et félicitations. Merci. Parce que tu as réussi à quand même écrire et publier. Donc, des fois, ce n'est pas si facile. Dis-nous un petit peu, pourquoi devrait-on le lire, d'après toi? Je sais pas. Moi, je fais le travail, travail d'écriture. Non, je ne suis pas un bon... J'aime pas me vendre. Je pense que si quelqu'un suit ce que je fais et qu'il y a une certaine curiosité, oui, je pense que pour ces personnes-là, ce serait intéressant de connaître un petit peu plus ce qui m'a fait. Oui, je les encouragerais. Je reconnais et je suis conscient que j'ai eu une expérience de vie qui est quand même atypique. Et ça a ses mérites. Je reconnais et je suis conscient d'avoir une lecture du monde, une lecture globale du monde qui est assez juste parce que j'ai vécu dans tous ces pays. Donc j'arrive à avoir une autre analyse de la vie, peut-être, une analyse différente comparée à d'autres personnes. Donc pour toutes ces choses-là, oui, je pense qu'on peut trouver des choses très intéressantes dans le livre. Et puis aussi, pour mieux me comprendre, je pense qu'une lecture du livre serait intéressante. Et moi, dans le livre, comme je dis, j'écris sans maquillage. Je n'essaye pas uniquement d'écrire que les bonnes choses. La vie, elle est telle qu'elle est. Dans la douleur, dans la souffrance, on peut aussi trouver du bonheur si on arrive à accepter tout ça. Donc, voilà, je pense qu'il y a des choses intéressantes dans le livre. C'est à chacun de prendre sa décision. En présentant le livre, des fois, eh bien, on dit, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a vécu dans le bidonville et qui maintenant est un acteur hollywoodien. C'est-à-dire, avant que tu es parti des bidonvilles et maintenant tu es un acteur hollywoodien. C'est-à-dire, est-ce quelque chose de facile ou encore est-ce que je peux décider de te suivre avec que je change mon âge? Est-ce que c'est facile? Dis-moi, ce que je voudrais entendre, c'est, pour une raison ou pour une autre, je suis très intéressé à savoir, quand tu parles des souffrances, des moments difficiles, qui sont vécus par là. Non, mais je pense que c'est pour toutes choses qu'on arrive à avoir, il y a quand même beaucoup de travail derrière, quoi. Il n'y a rien qui nous est donné. C'est à nous de travailler, de forcer certaines portes pour avoir ce qu'on a. Maintenant, est-ce que tout le monde est prêt à faire cela? Je ne suis pas trop sûr. Et puis aussi, il y a quand même un facteur de risque que nous ne sommes pas tous prêts à prendre. Vous savez, on vit dans une société où on est tous modelés. La grande majorité des gens suivent les lois de la société. C'est ce qu'on veut, de la règle de la société. Certains sont en haut, dictent ce qu'il faut faire, et la majorité sont en bas, et ils font exactement ce qui est demandé. Ça, c'est la norme. De temps en temps, il y a certaines personnes qui vont aller à contre-courant. Non pas parce qu'ils veulent aller à contre-courant, parce qu'il y a d'autres choses qui les titillent, une certaine curiosité, peut-être qu'ils voient les choses différemment, ils décident de prendre en main leur propre vie. Et ça, c'est l'une des choses les plus difficiles dans une société. C'est-à-dire faire des choses qu'on veut faire et non pas faire des choses que la société nous force à faire. Donc,
est-ce qu'on est prêt à faire ce qu'on veut faire vraiment? C'est pas sûr que tout le monde soit prêt pour cela. Et ça demande un certain risque. Et ça, des fois, ça vient avec une certaine souffrance. Parce que on ne fait pas comme les autres. Et quand on ne fait pas comme les autres, on dérange automatiquement. Sans poser de questions. Et c'est après qu'on comprend, ah, c'est pour ça. Donc, it's a thin line entre le succès et presque la folie. On marche sur un fil des fois. Un jour, si on ne fait pas attention, on peut tomber et être vu comme le plus fou, ou de l'autre côté, mais quel génie. Et ça c'est uniquement par rapport au regard, par rapport à ce qu'on nous renvoie à nous. C'est pas par rapport à nous-mêmes, parce que nous-mêmes on fait ce qu'on veut faire, on devrait normalement s'en foutre de ce que les gens pensent et de ce qu'ils disent. Mais non, la majorité attend de savoir ce que les gens pensent d'eux. Ils se réfèrent par rapport à ce qu'on pense d'eux. C'est très difficile de bloquer ce que les gens pensent de soi et de faire exactement ce qu'on veut faire. Et pour faire cela, ça demande beaucoup de risques. Donc, oui, j'ai pris beaucoup de risques parce que j'ai jamais fait les choses comme les autres. Mais quand ça commence à payer, c'est sûr que voilà, il y a une autre lecture qui se fait de nous, mais c'est pas comme ça, quoi. Les choses viennent, c'est avec beaucoup de travail. Dernière question. Quel message tu laisseras à cette audience? Je ne sais pas ce qu'ils veulent. J'ai dit beaucoup de choses. Donc, il y a une chose qui va parler à un certain groupe et d'autres à d'autres. Moi, j'ai dit ce qu'il fallait dire. J'ai pas beaucoup de messages à donner, à vrai dire. J'aime pas la notion de donner des messages. Je suis qui je suis et je dis ce que je dis. Si ça parle à certaines personnes, tant mieux. Tu as dit ce matin, je reprendrai cette dernière question, tu as dit ce matin, c'est important pour nous au point territoire. Ouais. En gros, c'est ça texte t'expliquer dans le sens de faire pour nous-mêmes et non pas de faire pour la société. Donc, ça rejoint ça. Mais oui, ça se bat que ouais, à 100%. Faut vraiment faire tout ça qu'on fait dans la vie, supposé faire peut-être tout, mais faut vraiment sentir. Et non pas parce que il y a une certaine attente où il faut plaire les autres. Mais c'est difficile parce qu'on a la pression de la famille, la pression des professeurs, la pression de tout le monde. C'est difficile, je le sais, je le comprends, mais il faut qu'on arrive à être le plus proche de ces enfants. Jimmy, je te remercie. Merci. J'ai retrouvé des cicatrices sur le corps d'un soleil endimanché. J'ai retrouvé des blessures sur le corps de l'humanité éclatée, dénudée en lambeaux. Les enfants de mon pays ne dansent plus le Congo levé du soleil. Les enfants de mon pays ne dansent plus le Yambalo à la tombée de la nuit. Les griots s'en vont et oublient les histoires des Tikandio. Les griots s'en vont et oublient les histoires des Jimmy Jean-Louis. Les griots s'en vont et oublient les histoires des Azores. Silence! Mon corps, mon cœur se brise dans l'inconfort des îles caribéennes. Dans une boîte de nuit à Pétionville, j'ai flirté avec la mort.
témoin de mes faux pas non déclarés, témoin de mes ombres folles. Il y a tant de baobabs sans âme, sans sépulture, regarde tant de villes en perte de vitesse. J'ai retrouvé les cicatrices sur le corps des soleils endimanchés. J'ai retrouvé des blessures sur le corps de l'humanité éclatée, dénudée en lambeaux. Les enfants de mon pays ne dansent plus le Congo levé du soleil. Les griots s'en vont et oublient les histoires des francs qui tiennent. Les griots s'en vont et oublient les histoires des Jimmy Jean-Louis. Silence, mon corps se brise dans l'inconfort invisible. Amis téléspectateurs, avec le grand acteur d'origine haïtienne Jimmy Jean-Louis. Jimmy Jean-Louis est un monde qui font belle carrière dans le cinéma au niveau international. Je ne veux dire qu'on livre et qui ça qui est dans le livre ça, Héros. Dans le livre ça, Léo trace plus ou moins en certaines parties de parcours. Parce que le titre c'est Héros, l'enfant d'Haïti, des bidonvilles de Pétionville aux étoiles d'Hollywood. Donc ça m'a fait, c'est expliquer parcours là. Qui côté me démarrer, qui j'aime fait pour me arriver côté me arriver. Parce que j'ai conscience que c'est une histoire qui est assez atypique. Donc ça m'a donné une explication. Surtout que si il y a un pile jeune qui t'a peut-être fait même bagarre là, ça m'a fait, c'est fait un travail de transmission, laisser des traces pour capable comprendre j'aime faire là et puis ça capable inspirer eux même capable chercher moyen pour faire ça bien pour faire. Qui est un plus bel souvenir dans la carrière dans Hollywood jusqu'à date? Pour moi, j'ai un très bel souvenir dans la carrière d'Hollywood. C'est sûr que le premier film important que je fais toujours très marquant. Je me semble que Léo te dit que je n'ai fait film Point d'impact, soit en anglais Derailed avec Jean-Claude Van Damme. C'est sûr que ce qui était étonné. Mais sinon, il y a un moment qui est très intéressant, que ce soit le premier film que je fais avec Bruce Willis, Les Larmes du Soleil, et après ça, le dernier film que je fais avec Bruce Willis, qui est les Detective Night, Rogue. C'est deux expériences, mais complètement différentes, par exemple. Côté que le premier, c'était un Bruce Willis qui était en forme, et après sa dernière expérience, là, en 2021, il me semble, mais c'était un film perdu en pile en capacité et on est qui très affaibli, mais ceci dit en termes de parcours c'était trouvé ça plutôt intéressant. Mais pour des jeunes qui t'ont fait même route avec vous dans le domaine cinéma, qui conseillent des cabayos, il y a un plus gros conseil par exemple. Déjà, est-ce que vous êtes sûr que c'est ça que vous voulez faire? Vous comprenez? Pas fait parce que vous avez besoin d'une certaine célébrité ou soit une femme. Vous faites parce que vous aimez faire et pas fait pour essayer d'épater les autres non plus. Donc, toi tu vas ça, puis aussi, c'est quand on n'importe l'autre profession, n'importe l'autre métier, il faut apprendre. C'est pas que lever dit que qu'on n'aime pas le acteur. Il y a un peu de travail qui fait derrière. Donc, il faut qu'on ait un sacrifice aussi qui est pour faire des métiers acteurs. Là. Et pour finir, qui est le prochain film? Prochain film, il y a plusieurs films. Il y a un film qui fait sortir là. Sous Amazon Prime qui aurait les The Fire and the Moth. Donc, il est sorti le 3 juin. Et puis, je connais une qui était sorti là dernièrement qui aurait le 7 juillet. Et puis, il y a un pilote qui pourrait sortir, même pour une date de release. Ça qui est plus récent, c'est The Fire and the Moth. Je conseille il est très intéressant. N'importe qui qui a Amazon Prime. Est-ce que c'est difficile pour vous pour jouer le rôle ancien président Jovenel Moïse dans July 7? Non, c'était un rôle comme n'importe l'autre rôle, qui a un poids ou signification qui est différent, ça c'est certain. Parce que, imaginons que nous faisons un film sur un président qui est assassiné à l'œil nu comme ça. Donc, ce qui est complètement inadmissible, c'est une catastrophe liée. C'est sûr que l'on fait ça, c'est pas uniquement un personnage à jouer, c'est une représentation de toute une patrie, toute nation que vous mettez dans le film. Donc automatiquement, on vient de balayer importance par rapport à ça, je veux dire, mais sinon, moi, en tant qu'acteur, je m'embrasse n'importe qui rôle, c'est même genre, essayer de comprendre le personnage bras joué, le finir essayer de rentrer dans le personnage le plus que possible. Donc ouais, c'était difficile parce que nous t'avons parlé d'un sujet qui était très sensible. Merci.
De rien. Ok, bon. Rupi Production Television Network, le carrefour des informations et de la promotion.